Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandera Nera. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Louis Alexandre, un des membres de la rédaction du bimestriel de l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne, tout simplement Rébellion. Voilà, bonsoir Louis Alexandre. Bonsoir. Avec moi à la technique, Lord Tesla, dont c'est le premier vol en solo, on le salue et on espère que tout se passera bien pour lui. Et notre chroniqueur préféré, celui dont les femmes s'arrachent les photos et les autographes, j'ai nommé Monsieur PGL. Bonsoir. Bonsoir, tu me donnes le numéro de téléphone après. Elles sont nombreuses dans nos auditeurs. Nous verrons. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir, Louis Alexandre, pour évoquer avec toi le gros travail effectué depuis des années autour de cette revue qui s'est imposée comme un support majeur de débat de fond et de qualité depuis quelques années. On va dérouler très pratiquement sur cette émission de manière à comprendre les fondements, les enjeux, les évolutions, les thématiques, les choix, les positionnements. Bref, on va parler de Rébellion de manière à ce que nos auditeurs, dans 1h30, en sortent avisés et surtout avec une envie de vous lire. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Il y a quelques années, avec TCID, vous êtes quelques-uns à vous réunir pour réfléchir à un projet qui est principalement celui d'une revue, où au départ, ce sont simplement des discussions militantes, sympathisantes, voilà, des constats d'un état des choses et des forces en présence qui vous poussent à faire ça. Tout à fait. Disons que dans les années 2000, au début des années 2000, s'est formé sur Toulouse un petit groupe de camarades, qui étaient pour la plupart étudiants ou jeunes travailleurs. Et à partir de là, il y a une réflexion qui s'est créée de façon, disons, informelle au départ. On discutait souvent en soirée entre nous autour d'un bon verre d'absinthe. Et petit à petit... Venu d'Espagne, j'imagine, à l'époque, non? En effet. Ah, non, c'était la bonne filière. C'était la bonne filière, hein. On a connu ça, nous aussi. On en a aussi distillé un peu, celle-là. Avec des soirées épiques, lieutenant. Hein. Non, c'est dangereux. Dangerous, comme dirait l'autre. On en est revenu depuis. Non, on s'est calmé. Dommage, non. Bon. Donc, ce petit groupe, disons, de camarades et aussi d'amis, se réunissait de façon régulière, disons, dans un cercle de formation qui s'était créé très rapidement sur Toulouse, de façon informelle. Et alors, au cours des rencontres... Je te coupe. D'où venaient tous ces gens? Voilà, quels étaient vos itinéraires? Quels étaient vos parcours aussi? On peut dévoiler sans déflorer la totalité des profils, mais... De façon claire, c'était, disons, des personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer normalement. C'est-à-dire, en gros, il y avait un petit noyau de camarades qui venaient du national-bolchevisme, qui avaient, disons, participé à un peu tout ce qui pouvait apparaître à l'époque comme être dans cette filiation-là, et des personnes qui venaient plutôt d'ultra-gauche, du communisme des conseils, d'une réflexion sur, disons, d'actualisation du marxisme de façon non autoritaire, de façon, disons, non orthodoxe. Et ce petit... Anarcho-syndicalisme ou... Non, plutôt ultra-gauche, voilà, bordiguiste. Plutôt bordiguiste. Et de ce petit noyau de réflexion, on s'est dit à un moment donné, ce serait intéressant de le diffuser de façon informelle. Donc ça a été en 2002, on a lancé un petit bulletin d'information qu'on a appelé Rébellion, justement, parce que c'est un nom qui pour nous définissait bien notre démarche. C'est-à-dire une rupture nette avec de vieilles idéologies, des nostalgies, disons, incapacitantes, passéistes. Et donc on est passé, disons, à autre chose. On avait cette volonté d'un peu de revoir un peu les fondements de notre engagement politique, parce qu'on était tous très engagés politiquement, d'où qu'on vienne. Et au final,
ce petit noyau, voilà, il y a eu une effervescence et le premier numéro du bulletin est sorti. Bon, c'était une feuille photocopiée qu'on a diffusée à quelques exemplaires. Ah, comme toujours artisanal au départ. Hein. Voilà, en squattant justement quelques photocopieurs d'entreprises où on pouvait être... un grand classique. Voilà, où on pouvait être. Et ce petit bulletin, très vite... on s'est aperçu qu'en le diffusant, il y avait un retour, des personnes nous écrivaient pour nous dire qu'il y avait des éléments qui les touchaient, qui trouvaient qu'on devrait peut-être plus approfondir notre démarche. Et donc, durant l'été 2003, le journal est né de la façon vraiment officialisée. On a monté une association pour permettre d'avoir une boîte postale. Oui, et puis un compte en banque aussi, ça aide. Et le compte en banque pour les abonnements. Et disons qu'on est passé d'un journal qui était gratuit à la base, qu'on voulait gratuit, mais que très vite on s'est aperçu que si on voulait le diffuser un peu plus, on devait rentrer dans une logique, disons, d'abonnement. Hein, oui. Et très très vite, en gardant cette logique aussi de collectif, on a capitalisé sur des liens qu'on pouvait avoir avec des personnes qui ont été d'ailleurs les premières personnes à être interviewées dans le journal, comme Alain de Benoît. À l'époque, il y avait aussi quelqu'un comme Alain Soral qui commençait son évolution. Avant d'arriver justement à ces intervenants qui sont plus ou moins connus, Louis, vous parliez souvent aussi d'une figure qui semble vous avoir influencé de manière déterminante, certain Jean Gallier. Tout à fait. C'est, la personne qui justement... pouvait incarner pour nous ce lien entre, disons, notre démarche, disons, révolutionnaire et un héritage vraiment important du mouvement ouvrier dans ses aspects les plus anticonformistes. Alors justement, Louis, à destination de nos auditeurs, sans pour autant focaliser sur ta personne, parce que vous fonctionnez de manière collective, sous un mode d'ailleurs tout à fait sympathique d'impersonnalité active, donc une démarche chère à Julius Evola, en tout cas qu'il a théorisé sous ce terme-là. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours personnel? Comment tu as évolué justement vers cette approche donc clairement socialiste, révolutionnaire européenne, comme vous l'écrivez? Quel était ton parcours personnel, pour peu que tu puisses nous en dire beaucoup de choses, quoi. Comment a mûri justement cette sensibilité? Disons que je suis issu par mes origines sociales d'un milieu très populaire qui est ouvrier, qui est lié, disons, à une tradition très forte d'engagement politique, d'engagement syndicaliste aussi. Et à partir de ce substrat familial, je me suis petit à petit intéressé à la politique très jeune et j'étais amené à aller vers, quelque chose qui me paraissait en rupture totale avec le système tel qu'il était représenté à l'époque, disons dans les années 90, en gros les grands partis de gauche et de droite, en me rapprochant, disons, de quelque chose que j'ai découvert de façon fortuite, le national-bolchevisme, qui était en gros un courant idéologique qui... Mais ce courant, il s'incarnait dans une structure, dans une organisation militante à l'époque? Oh, il n'y a pas grand-chose à cette époque-là. Exactement. Disons qu'il y a des idées... Le nationalisme révolutionnaire, voilà de certaines structures dans les années 90. Faute de vraiment avoir trouvé un mouvement qui correspondait justement à à mes idées politiques, je me suis rapproché de ceux qui me paraissaient à l'époque le plus proche, c'est-à-dire le courant nationaliste révolutionnaire. En sachant que, ce courant-là, avec le recul, me paraît... porteur de beaucoup d'ambiguïté, disons que beaucoup de personnes qui en sont issues et qui ont milité dans ces courants-là sont des personnes souvent sincères, c'est souvent un engagement de jeunesse, et après il fallait dépasser cet engagement. C'est aussi ce qu'on a fait avec Rébellion, c'est-à-dire qu'avec un retour sur les bases, disons, doctrinales, théoriques, historiques de cette mouvance, on les a un peu repensées et on les a mis un peu, disons, justement en les comparant à d'autres, par exemple à l'ultra-gauche, aux courants qui sont issus, par exemple, du socialisme révolutionnaire, disons, historique, quoi. Ouais. On a fait une relecture de notre engagement et on s'est aperçu que les ambiguïtés et les nostalgies que pouvait véhiculer justement le nationalisme révolutionnaire étaient à un moment donné porteuses justement de toutes les erreurs qui étaient faites par ces organisations. Et
au final, il y a eu aussi une rupture, je pense, quand le mouvement unitaire radical a explosé du fait de la dissolution. On s'est aperçu que au final, on n'était pas vraiment là où on devait être. Oui, donc à l'époque, il y avait... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut traduire ces ambiguïtés de diverses manières. On peut les traduire de la manière dont tu viens de parler, c'est-à-dire plus finalement de positionnement et de courant. Moi, j'aurais plutôt tendance, et je suis aîné, donc à dire que c'est aussi des incarnations, des personnes. Il y a quand même sous couvert de nationalisme révolutionnaire, il y a quand même une étiquette pratique où tout le monde rentre et sort. La faute, peut-être pas au courant national révolutionnaire, mais bien plutôt au manque de formation ou alors à l'accaparement que certaines personnes ont eu de ce terme. Parce que si tu prends son évolution, enfin en tout cas c'est une remarque que je fais, depuis un siècle, il revêt quand même un nombre de réalités très très variées. Je pense là à la KR notamment, ou si on dit UR, on est loin de la KR par exemple. Révolution conservatrice. Pardon, oui, de la conservative révolution. On peut être très loin de certaines organisations passées ou présentes. Disons que par rapport à Unité radicale, c'était surtout la référence à la KR, à la révolution conservatrice. Avant l'Unité radicale, il y avait aussi Nouvelle Résistance, non? Voilà. Disons que c'est vrai que certains d'entre nous ont adhéré à Unité radicale en croyant adhérer à Nouvelle Résistance. Voilà. Disons qu'à une organisation qui... Sur le papier... Il y avait une évolution déjà, entre les deux. Disons qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la Nouvelle Résistance. Et c'est vrai que, par exemple, sur Toulouse, on était plutôt nourri par des textes justement issus du national-bolchevisme, c'est clair. Justement parce qu'il y avait un lien qui était possible aussi avec le conseillisme, avec l'ultra-gauche, c'est-à-dire une certaine figure à l'origine du national-communisme allemand. Par exemple, ce qu'on a appelé le groupe des Hambourgeois de Hambourg, était lié à à l'ultra-gauche, à ce qu'on appelait en gros le communisme critique. Donc on pouvait se rattacher à ça, et très très vite on a compris que, se référer au terme de nationaliste révolutionnaire, c'était justement par la confusion du terme, aussi se priver d'une ouverture, d'une ouverture dans notre recherche théorique qui pouvait, au final, aboutir à une impasse. Donc il fallait dépasser cette impasse. Et je pense que, en toute sincérité, l'éclatement du R a été le moment où on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que, au sein de cette structure, pouvaient coïncider des choses, comme je l'ai dit, qui étaient plutôt proches de notre position, c'est-à-dire les gens qui pouvaient se référer au socialisme français, à tout cet héritage du mouvement ouvrier, et dans un sens patriotique qui était intéressant, et de l'autre, des personnes qui n'avaient pas du tout cette vision-là, qui avaient une démarche, je pourrais dire, plutôt électoraliste ou attrape-tout, et qui pouvaient en gros faire coïncider beaucoup de choses très diverses sous le terme de nationaliste révolutionnaire, qui n'avaient rien à voir entre elles, quoi. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de l'expression qui commence par nationalisme révolutionnaire et national révolutionnaire. Voilà. C'est-à-dire que ça a été utilisé alternativement depuis 30 ans. Moi, beaucoup de gens dont je fais partie, qui étaient par exemple la Troisième Voie, se définissaient toujours comme nationaux révolutionnaires. J'ai entendu plus tardivement le mot nationalisme révolutionnaire. Je l'ai découvert après presque 10 ans de militantisme. Alors justement, c'est une évolution, ça aussi. Très intéressant. Parce que moi, c'est vraiment le mot révolutionnaire. Si on s'en tient au terme, le terme de national révolutionnaire n'est pas rejeté. Disons le sens de faire le lien, ce qui était dans le nationalisme, dans le national révolutionnaire, entre disons un combat pour la nation et un combat de défense, disons des classes populaires, de défense d'une alternative au capitalisme, est porteuse vraiment de quelque chose de vraiment fondamental. Alors justement, Louis, comme on en est un petit peu à la question de définition des termes, des concepts, moi je me fais un peu gentiment l'avocat du diable par rapport à ma sensibilité. Bon, les auditeurs ont compris depuis un petit moment que j'ai fait mes classes, en tout cas, un peu comme le tenant Sturm également, au sein de la Nouvelle Droite, qui avait elle-même de multiples sensibilités. Tu as évoqué Nouvelle Résistance et Unité radicale aussi comme structure dans lesquelles avait pu peut-être s'esquisser une sensibilité nationale-bolchevique. Moi, j'aurais tendance à dire, j'avais remarqué, nous étions plusieurs à avoir remarqué au début des années 90 que l'organisation Nouvelle Résistance
à mon sens, enfin, c'est ce que ça m'apparaissait comme ça à l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, opérer comme une sorte de surenchère gauchisante, mais je dis au niveau des références, et qui sont elles aussi quand même porteuses d'équivoques. Lorsque on se réclame de certains communismes, fût-il national ou bolchevique, il y a aussi autant d'équivoques, peut-être différentes, que celles qu'on peut accoler au terme du nationalisme révolutionnaire. Sur le plan historique, sur le plan doctrinal. Donc là aussi, c'est quand même un choix qui vous oriente vers certaines directions, mais qui peut être aussi porteur vis-à-vis de militants éventuels, de gens qui puissent être intéressés, d'équivoques, pour pas dire plus, à la fois sur le plan idéologique et par rapport aussi aux réalisations historiques qui ont été accolées à ce terme-là. Le communisme, voilà, tout un pan de réflexion doctrinale par rapport aux penseurs que tu as évoqués. C'est une chose qui a... Sans pour autant faire, toi, de la nostalgie droitière. C'était une chose qui, à Nouvelle Résistance, était quand même assez cool. On avait quand même D'ailleurs, on a vu ce que ça m'a donné. Terrible. Il y avait du néo-stalinisme, il y avait quand même des choses assez particulières. Disons que je comprends la remarque. Et nous, on n'a jamais essayé de singer, des postures révolutionnaires. C'est très important. Et je pense que c'est justement parce que, au sein de ces organisations, comme il n'y avait jamais eu de travail théorique, pour compenser cela, on se mettait un pins avec le Tché et on se disait révolutionnaire. Et ça, c'est pas la démarche. Disons que c'est pas porteur d'une démarche cohérente. Disons que cela, on le retrouve aussi dans les milieux d'extrême gauche aussi. C'est-à-dire que souvent les gens se contentent simplement de symboles et aussi je pense dans toute mouvance extrémiste, extrémiste, en sens radical, il y a toujours des personnes qui vont plutôt vers des symboles attrape-tout et qui se les accaparent en ne sachant pas du tout le sens qu'ils peuvent avoir. Nous, ce qu'on a fait, c'était au contraire, on est allé vers le texte, c'est-à-dire on est allé lire des auteurs, disons, d'horizons très très variés, et on a essayé d'en tirer quelque chose. On a d'abord, c'est justement le travail de rébellion aussi, c'est-à-dire que par des lectures pour l'élaboration de nos idées du journal, on s'est aperçu de fil en aiguille qu'il y avait des liens qui existaient, mais que ces liens ne devaient pas être, par exemple, une liste de livres à lire de façon, disons, mécanique, sans avoir vraiment une démarche critique par rapport à nos sources, mais plutôt quelque chose qui, personnellement, pouvait enrichir une réflexion qu'on pouvait avoir justement sur le sens des mots. C'est-à-dire le sens du mot socialisme, le sens du mot patrie, le sens du mot d'enracinement, le sens du mot classe ouvrière, tous ces termes qui, si on les lance comme ça, ne veulent rien dire en eux-mêmes. Ils font l'objet d'attaques régulières visant à déprécier d'ailleurs leur sens. On parlait des fourre-tout tout à l'heure, le NPA en est un bel exemple. On repasse et passe et on repasse sur des notions qui n'ont plus vraiment ni de couleur ni d'épaisseur. Dans l'esprit de la question, on a bien compris qu'il n'y avait pas de votre part, en tout cas, une volonté de singer, d'une sorte de fascination presque envieuse de ce qui se fait à l'extrême gauche ou de ce qui peut apparaître comme porteur, alors que ce ne l'est pas, on en convient tout à fait, du rôle de bouffon et d'agent du capitalisme international qui joue. Mais on a bien conçu qu'il y avait une démarche fondamentale de retour aux sources, de réflexion idéologique, de construction un petit peu. Mais malgré tout, il n'en reste pas moins que ces termes-là sont polysémiques, que ce soit le socialisme, que ce soit le terme de communisme, etc. Et que ça demande quand même un travail énorme, déjà de défrichement et d'éclaircissement, puis ensuite de réflexion sur la portée encore aujourd'hui que ça peut avoir auprès du plus large public. Est-ce que c'était pas aussi, moi j'ajoute un peu de sauce piquante là-dessus, est-ce que c'était pas aussi à la fois une nécessité pour vous de vous positionner dans cette rupture dont tu parlais tout à l'heure, avec justement ce travail sur les termes et puis cette divulgation d'un certain nombre de concepts. Est-ce que c'était pas aussi un moyen de dire voilà, on a franchi le cap, on est là-dessus maintenant? Je parle au tout début comme point de bascule et d'affirmation d'un changement. Disons que la rupture s'est faite de façon naturelle pour nous parce que c'était on partait de quelque chose qu'on avait connu et vraiment qu'on ne voulait pas répéter, et on voulait apporter quelque chose de nouveau. Pas pour apporter quelque chose de nouveau, mais simplement parce qu'à un moment donné, on s'est vu que notre bagage idéologique, quand on le regardait bien, il ne correspondait pas vraiment
à une époque en pleine mutation. Et simplement, voilà, il n'est peut-être plus adapté à l'analyse de la réalité. Alors, si on voulait continuer, on aurait pu continuer, par exemple, à être des nerfs de gauche. Oui. Mais quel était l'intérêt au final? Si c'est pour, disons, répéter la même chose qui a été dite, les mêmes erreurs, non. Nous, on a fait cette démarche-là de rupture et de remise en question totale. Ça n'a pas été, disons, quelque chose de douloureux. C'était juste une évolution intellectuelle, une curiosité aussi intellectuelle qui nous a amené, par exemple, à partir... Un cas très simple. On a relu, par exemple, des auteurs du socialisme français, comme Blanqui, comme Proudhon, et on s'est aperçu qu'au final, ces auteurs, on pouvait aussi les lier à une réflexion sur le marxisme, par exemple, qui ne pouvait être très positive. Et on a pu reconsidérer, par exemple... Voilà, parce que Proudhon était critique. Voilà. Disons, Proudhon nous avait un peu... comment dire, nous avait rendu Marx antipathique, mais au final, quand on revient dans l'analyse vraiment des écrits, dans l'analyse historique, le courant qu'avait lancé Karl Marx était juste qu'une continuation avec une rupture, disons, avec les mauvais aspects que pouvait avoir le socialisme français, une affirmation, disons, de quelque chose de plus organisationnel, de plus théorique, qui allait poursuivre cette réflexion. Mmh. Donc, c'est un peu comme ça, on a tâtonné pendant longtemps, pas de façon, disons... On n'a jamais accordé aux idées, disons, quelque chose d'abstrait, quoi, une démarche purement intellectuelle. Nous, ce qu'on cherchait, c'était à comprendre l'époque actuelle en ayant les outils d'analyse les plus efficaces. Les bons instruments d'analyse, voilà. Les bonnes grilles. Dans cette démarche, on n'a jamais eu, par exemple, de tabou, on n'a jamais eu d'a priori sur un auteur. D'abord, on le lit, d'abord, on l'analyse, on voit s'il peut avoir une portée intéressante pour notre démarche, et à partir de là, on essaie de l'intégrer dans notre démarche en le faisant connaître, en le diffusant auprès de nos lecteurs. C'est là notre démarche, le cœur de notre démarche, c'est ça, c'était une curiosité, une réflexion permanente, une remise en question permanente aussi, une autocritique qui peut aussi passer par l'humour, parce que au contraire, disons, de l'image qu'on pourrait avoir, disons, de théoriciens arides, je pense qu'il y a un certain humour alors justement, dans notre équipe. Pour rester un peu dans ce filon-là que tu nous déblayes un petit peu, pourrais-tu citer quels sont les grands auteurs ou les grandes figures qui vous ont fait progresser de manière significative, hein, en tout cas pour vous mener justement vers cette définition du socialisme révolutionnaire européen, alors qu'avant, il y avait des identifications comme national-bolchevique, comme communisme national, etc. Je pense que l'aspect le plus intéressant, dans notre démarche, ça a été surtout la redécouverte de Karl Marx, disons sans œillères, à une époque où, disons, qu'il n'était pas encore redevenu à la mode comme à l'heure actuelle. Alain de Benoît, Alain Soral aussi, voilà. sa manière. C'était un auteur qui était quand même un peu mis de côté ou dénigré, il faut le dire, par beaucoup. Donc nous, on a redécouvert cet auteur aussi par l'influence de Jean Gallier, qui nous a apporté, disons, un regard plus ouvert sur cet auteur. Déjà plus approfondi, parce que, faut le dire, Jean Gallier est un spécialiste sur la question philosophique, et il nous a apporté surtout cette richesse qu'a pu créer le mouvement né de la pensée de Marx, c'est-à-dire le lien qu'on peut faire par exemple avec des auteurs comme Michel Henry, comme Lukács, comme Castoriadis, comme toute la réflexion du groupe Socialisme et Barbarie, c'est-à-dire des auteurs qui ne sont pas forcément connus dans nos milieux et qui nous ont apporté vraiment une richesse d'interprétation et d'analyse qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs. Avec ce croisement avec notre propre expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait là quelque chose de fondamental. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, notamment au sein de la Nouvelle Droite dans les années 70-80, on reprochait entre autres à Marx une certaine vision réductionniste. C'était à l'époque où on luttait contre les divers réductionnistes, visions réductrices qui appréhendent l'histoire qu'à travers une seule dimension. À savoir, la question de la propriété et bien sûr le schéma de la lutte des classes, d'ailleurs sur lequel on pourrait revenir un petit peu. Mais là, je dirais aussi,
Disons qu'il y a plusieurs lectures de Karl Marx, ça on le sait aussi. Vous pouvez avoir une démarche très orthodoxe, c'est-à-dire dans le sens que pouvaient avoir les gauchistes dans les années 70, c'est-à-dire socialisme scientifique, voilà, très dogmatique, en gros s'intéresser que à des aspects de l'œuvre de Marx. Une nouvelle théologie laïcisée en fait. Oui, complètement. Voilà. Le processus était le même dans l'apprentissage. Scolastique, voilà. Voilà, avec un côté aussi très universitaire lié à la personnalité, par exemple, de profs de fac comme Althusser, qui ont produit une lecture de Marx qui était, sortie de son enjeu primordial, parce que Karl Marx écrivait, c'est un écrivain de lutte, c'est un écrivain qui écrivait pour donner des matériaux pour faire la révolution aux travailleurs de son époque, donc c'était quand même quelque chose de vivant. Et cette lecture-là l'enfermait justement dans un univers clos où, d'ailleurs, on se réfère à quelques textes et pas forcément, ou à quelques même passages d'œuvres, sans forcément avoir compris le sens profond de sa démarche. Donc, c'est sûr que si on se réfère à ça, il y avait même, on en parlait tout à l'heure par rapport justement à la perception qu'on peut avoir de concepts selon par qui ils sont évoqués et aussi par rapport à comment on les utilise. Donc, c'était dans cette démarche-là aussi d'aller vers des auteurs, par exemple, je pense à Bordiga, je pense même à Gramsci, qui n'étaient pas forcément dans l'orthodoxie marxiste de la réflexion universitaire, mais qui étaient quand même des auteurs de lutte, quoi. Oui, d'ailleurs, quand tu dis pas forcément, c'est pas du tout. Pas du tout. Bordiga, Gramsci sont même dénoncés par toute cette bande universitaire qui a sceptisé le marxisme, d'ailleurs. Alors, moi j'ai une question par rapport à tout ça, pour que nos auditeurs replacent ça dans la construction de la revue. Vous en êtes là de vos constats, vous attaquez la revue. Qu'est-ce que vous mettez dans les premiers numéros ? Qu'est-ce qui vous paraît primordial dans votre rupture et dans le travail de prospective que vous lancez ? Disons que dans les premiers numéros du journal, déjà dès le départ, on n'a pas voulu faire une publication qui soit, disons, universitaire, qui soit coupée des réalités. On a voulu faire une publication où les gens participent. C'est-à-dire notre volonté, c'était que le lecteur se sente appartenir à une communauté militante. Donc c'était un journal qui se voulait militant. Alors est-ce que les premiers numéros comprennent également, on va dire, une pensée directement applicable dans le cadre de lutte sociale ? Vous avez cette volonté-là aussi ? Oui, dès le départ, disons qu'on a défini la partie de notre journal qui est présente dans tous nos numéros, c'est-à-dire nos positions. C'est-à-dire un court texte introductif à chaque numéro, qui est toujours le même d'ailleurs, qui a été élaboré à cette époque, c'est-à-dire un petit programme de nos idées, une petite présentation. Et ce petit, disons, déjà pour structurer notre pensée, ça a été un peu notre base. On l'a même reproduit après dans le livre, c'est vraiment notre base de travail. Et ce qu'on a voulu faire dès les premiers numéros, c'était déjà travailler sur le sens qu'on voulait donner au mot socialisme. Parce qu'on se définit comme socialiste révolutionnaire, donc on voulait pas que ce terme-là soit balancé comme ça, de façon, disons, d'un slogan mis en titre, mais on voulait que vraiment il ait un sens profond. Et donc on a travaillé sur cette idée de socialisme, quelle forme elle pouvait prendre, quelle forme elle pouvait prendre aussi dans notre démarche théorique et aussi dans notre démarche pratique. Alors, arrêtons-nous là 2 minutes, si tu le veux bien. Qu'est-ce que ce socialisme que vous définissez dans vos premiers numéros ? Parce que je crois que c'est un des termes les plus importants auxquels nos auditeurs sont confrontés, et avec parfois un manque. Oui, PGL ? Non, je peux éventuellement lire quelques lignes de. Ah bah pourquoi pas, puisque vous avez la position. Alors, avant de lire, non, camarade, dis-nous ce que tu as entre les mains. Alors oui, parce que Louis y a fait allusion, je comptais en parler tout à l'heure. La revue Le bimestriel Rébellion donc sort depuis 2003, mais il faut savoir que depuis 2 ans, je crois, est disponible un livre manifeste édité par l'ami Arnaud Borde dans son Béarn natal, donc des éditions Alexis Farmac, dont nous avons vanté certaines productions déjà, dans nos dernières émissions. Donc un ouvrage donc
signer, parce qu'il faut bien signer, alors que vous êtes un collectif qui pratique un travail en commun et dont l'impersonnalité dont je parle tout à l'heure. Dans notre démarche, on ne veut pas mettre en avant une personne, on ne veut pas mettre en avant, des responsables. On met en avant le fait que c'est une réflexion collective. Donc tous nos articles... Voilà, donc c'est très clair de son, vous le précisez bien. Dans l'ouvrage signé toi-même, Louis-Alexandre et Jean Gallier que tu as évoqué, Rébellion, l'alternative socialiste révolutionnaire européenne, essai, et surtout nanti d'une belle préface d'Alain Benoît, tout à fait sympathique, et puis surtout qui fait bien, il fait une bonne introduction, et qui met bien les choses au point concernant justement la démarche qui est la vôtre et aussi un attendu du moment que nous vivons. Donc vous avez repris énormément de textes, vos positions, des éditoriaux, des articles de fond sur des figures qui vous sont chères, ainsi que des articles purement théoriques qui justement délimitent un petit peu les notions que vous donnez. PGL, une lecture. Alors rapidement, nous sommes les héritiers de l'expérience internationaliste du mouvement ouvrier structuré consciemment en tant que tel, dès la fondation de la première internationale. Du socialisme français dans sa diversité, Proudhon, Blanqui, la Commune, Sorel, etc., du syndicalisme révolutionnaire, du national-bolchevisme, Ernst Niekisch, et plus largement des socialismes enracinés dans leur patrie. Nous préconisons un socialisme respectueux de l'identité de chaque peuple, dans une Europe forte et consciente de sa communauté d'origine et de destin. Nous rejetons le nationalisme centralisateur et sa caricature, le micro-nationalisme séparatiste. Afin de mettre en œuvre un socialisme authentique et original, nous rejetons le socialisme bureaucratique d'État et soutenons toute forme de démocratie participative, organique et directe, dans un État de type fédéraliste. Nous considérons l'Europe de Bruxelles comme étant une parodie de souveraineté européenne, aux antipodes de l'application réelle du principe de subsidiarité, seul moyen de recréer un véritable lien social. Nous optons pour un antiracisme différentialiste. Notre modèle est celui d'une Europe fédérale, respectueuse des nations, des peuples, des régions. Europe à vocation impériale et non impérialiste. Partout dans le monde, nous soutenons la cause des peuples contre l'homogénéisation et l'exploitation capitaliste dont les États-Unis constituent le principal, mais non unique, vecteur. Nos objectifs, créer une nouvelle convergence des diverses tendances anticapitalistes et antimondialistes pour une réappropriation socialiste du politique. Bon, alors, cette réappropriation socialiste. On va commencer par là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les beaucoup positions. Beaucoup de thématiques qui nous sont chères et avec lesquelles nous sommes d'accord. On s'y retrouve avec plaisir d'ailleurs, il faut être honnête. Disons que pour nous, le terme de socialisme révolutionnaire, déjà il faut le resituer par rapport à son origine. C'est déjà un terme qu'on retrouve chez Blanqui et chez les communards, disons surtout chez les survivants de la commune, qui s'organisent justement contre le socialisme réformiste qui déjà apparaissait au XIXe siècle, et qui se revendiquait justement d'un socialisme révolutionnaire. Donc ce socialisme, c'est lié à l'idée, disons, du socialisme, de la révolution et de l'Europe. Donc pour nous, la révolution, ça marque justement cette rupture avec l'ancien système capitaliste. C'est une refonte totale du lien social sur l'intérêt général. Et c'est ça la définition de notre socialisme. Alors justement, dans cette perspective, quelle est votre position par rapport au creuset des Lumières, à l'héritage des Lumières? Parce qu'en fait, il y a plusieurs socialismes, comme vous le montrez. Il y a deux grands socialismes, pour faire simple. En fait, moi, je reprends un petit peu des réflexions qui avaient été menées par Le Grèze dans les années 80. Il y a eu d'ailleurs un numéro légendaire d'Éléments, le numéro 42, sur les deux socialismes qui peuvent exister, en tout cas qu'on peut délimiter. Ils sont bien soulignés par Georges aussi dans son bouquin. Exactement, notre ami Georges Festentracol. Donc il y avait un socialisme, on va dire, enraciné, populaire, et national, on peut le dire. Il s'appelle comme ça. En tout cas, on était dans l'époque de l'affirmation des nations, des romantismes, puis des printemps des peuples et de l'État-nation, pour le meilleur, pour le pire d'ailleurs. Et puis d'autre part, d'un socialisme, plus utopiste, plus déconnecté, plus cosmopolite, plus mécaniste. En fait, on reprend aussi ces oppositions qui avaient été mises en avant entre des pensées organiques, dans la lignée de Herder, par exemple, et puis les pensées mécanicistes issues de courants des Lumières et mises en pratique durant la Révolution française, entre autres. Moi, je dirais que dans le socialisme, je ne verrais pas la rupture là. Je la verrais plutôt à partir du 19e siècle, avec, disons, l'apparition du terme
de gauche. Disons en gros... oui, c'est très intéressant ça. Disons la rupture se fait surtout... Quand le socialisme passe à gauche. Disons que pour nous, le socialisme, c'est en gros la continuité de toute l'histoire du mouvement ouvrier, de ses luttes, de ses combats pour l'émancipation et sa prise de conscience de sa force. À partir, disons, de la fin du 19e siècle, il y a une alliance qui s'opère avec, disons, les forces, disons, progressistes liées à la bourgeoisie libérale, qui s'allient au mouvement ouvrier pour faire sauter le verrou que représente encore la droite, ce qu'on a appelé la droite, mais disons les forces conservatrices et réactionnaires qu'on pouvait trouver en Europe de l'Ouest. Donc à partir de ce moment-là, il y a une alliance qui s'opère, qui un peu une alliance bâtarde parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. C'est juste, à un moment donné, un ennemi paraît principal, et il y a ce moment où, où vraiment se fait la classification entre gauche et droite. Et nous, aujourd'hui, avec le recul, justement, en étant, après l'éclatement de ce clivage, on peut s'apercevoir que le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste n'a rien gagné à cette alliance, que ça a été une alliance circonstancielle, et qui maintenant doit cesser pour que vraiment renaisse un véritable socialisme qui soit un socialisme de lutte. Très bien. Alors, je me permets d'interrompre le débat quelques secondes. C'est l'heure de la première pause musicale. Louis-Alexandre, tu nous as amené un premier titre tiré de l'album Molodeuil qui s'intitule Lieutenant du désordre. Alors, je vous donnerai le nom de l'album, vous l'aurez sur le... Rebelle anonyme. Rebelle anonyme. Très bien. Nous allons tout de suite écouter Lieutenant du désordre dans quelques secondes. Machine dans les routes, t'as vendu ton uniforme. Un jour au marché aux puces, Régiment disciplinaire.
Alors, de retour après le titre de Molodeuil, nous revenons au débat que nous avions laissé en suspens. On venait de définir finalement ce qui spécifiait le socialisme révolutionnaire dans les termes et dans les fondements que vous entendiez lui donner dans la revue Rébellion, dans les premiers numéros. C'était à peu près la progression du débat des dernières minutes avant la pause musicale. Alors, ceci dit... socialisme révolutionnaire, il y a révolutionnaire dedans. Quel est le sens et la portée de ce qualificatif que vous ajoutez au socialisme ? Disons que le terme de révolution dans notre esprit, c'est surtout cette rupture avec l'ancien ordre représenté par le capitalisme, c'est-à-dire avec la société dans laquelle nous vivons. C'est d'ailleurs assez séduisant de dire que le capitalisme c'est le passé, mais bon... Ça le sera bientôt. Bientôt, oui. Si on travaille bien. Oui. Donc, en gros, c'est cette idée de faire une rupture totale. En gros, à l'heure actuelle, on présente le capitalisme comme le seul système possible, le seul système vivable à l'échelle mondiale. C'est la mondialisation, la globalisation, c'est la marchandisation totale de tous les rapports humains. Et nous, on pense qu'en affirmant l'aspect révolutionnaire, on fait comprendre aussi aux gens que d'autres mondes sont possibles, sans vouloir reprendre un slogan gauchiste, mais qu'il existe des alternatives et qu'on peut sortir de ce système, que l'on peut aller vers autre chose, vers par exemple l'idée d'autonomie, une volonté d'autonomie, c'est-à-dire d'une libération de l'aliénation capitaliste, une pleine émancipation des individus de cette domination, aussi bien dans les esprits que dans les faits. Donc ça implique à la base une véritable révolution intérieure, c'est modifier radicalement nos représentations par rapport à ça. Tout à fait. Notre disposition d'esprit, une véritable rupture d'abord personnelle par rapport à tout ce qu'implique la société marchande qui nous aliène, quelque part. De toute façon, pour nous, le terme de socialisme, c'est aussi quelque chose qui est né en Europe face à la naissance du capitalisme, qui est aussi né en Europe d'ailleurs, mais ça a été un anticorps qui a été créé, quelque chose qui a répondu aux attaques menées contre les couches populaires par le système. C'est cette notion-là qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un anticorps qui existe à ce système. Et je pense qu'on est tous dans le système capitaliste d'une certaine façon. Nous vivons dans une époque faite de représentations marchandes, on est cernés, mais dans nos esprits, on peut s'en libérer petit à petit, et justement, on peut arriver par une révolution intérieure, par une démarche, disons... profonde, à vivre pleinement notre vie en se libérant justement de cette pesanteur de notre époque. De toute façon, on le voit aujourd'hui, le système capitaliste ne rend pas les gens heureux. Le système en lui-même même produit un mal-être. C'est pathologie, on le voit, les consommations de psychotropes, les taux de suicide. Pathologies qui conditionnent la consommation, qui sont donc voulues, admises et promues. Donc, on est de cercle vicieux en fait. Voilà, on vit dans une époque qui n'apporte pas le bonheur qu'elle promet, mais au contraire utilise l'image du bonheur, l'image du désir. C'est un peu toute la réflexion qu'a eu Michel Clouscar. Le capitalisme à séduction. Le capitalisme à séduction. Pour générer une frustration continue. Pour générer une frustration continue. Un vide qui demande d'être rempli quelque part. Mais qui ne sera jamais rempli, parce que l'existence même du système appelle cette consommation frénétique. On est dans la fuite en avant permanente. Exactement. Et au final, nous on dit, vous pouvez avoir, disons, un recul par rapport à cela et vous rendre compte que on peut avoir une autre vie que celle que nous promet, par exemple, le système capitaliste, c'est-à-dire dans sa représentation ultime qui est la publicité, dans le spectacle, ce qu'on appelait, ce que Debord, justement, notre référence du journal, Guy Debord avait défini comme la société du spectacle. C'est de sortir de cela pour reprendre vraiment pleinement être maître de sa vie, de son destin. D'accord. Alors, on reste... vous mettez le terme de social et le concept de socialisme en avant. Moi, je voudrais prolonger un petit peu cette réflexion-là, c'est-à-dire, tu dis que la prise de conscience elle se fait aussi à partir du moment historique où la classe ouvrière apparaît et va être confrontée justement à l'aliénation capitaliste, mais en avant, par rapport à ça, par rapport à la dimension enracinée de votre socialisme, quelles sont vos sources, quelles sont vos racines, quels sont les points auxquels vous vous rattachez pour définir justement la dimension enracinée, identitaire,
bon, sans pour autant tomber dans la vision réductrice de ce terme, hein. On ne le réduit pas au mouvement politique, on a bien compris, qui se l'approprie grandement, mais comment vous déclinez cette dimension enracinée identitaire de votre socialisme? Par quelle référence? Par quel moment qui peut vous marquer? Parce qu'on a l'impression, c'est vrai que impression trompeuse, je pense, mais à vous entendre que, en fait, votre réflexion elle débute surtout à l'époque de la modernité, avec justement la délimitation beaucoup plus claire des classes sociales, et notamment des rapports entre bourgeoisie, classe ouvrière, etc. Je pense que depuis l'Antiquité en Europe, il y a une démarche qui va vers une recherche, disons, philosophique, mais aussi éthique, d'une vie en communauté qui soit harmonieuse. Ça, on le retrouve dans toute la réflexion de la philosophie classique qu'on peut retrouver chez Platon ou Aristote, c'est-à-dire arriver à un moment donné où la cité permet aux individus d'être pleinement eux-mêmes et aussi de... Comment dire ? Oui, c'est la notion de filia, notamment. Voilà, hein, voilà. Exactement. Et cette idée-là, on la retrouve transmise aussi par des auteurs, disons, plus proches de nous, comme Orwell, c'est-à-dire que on peut arriver au sein même de la communauté, qui peut être la cité, c'est-à-dire à une égalité, à une volonté d'arriver à un niveau d'excellence pour tous, une volonté de vivre en communauté sur des bases qui ne soient pas celles de l'argent, de la possession matérielle, quelque chose qui soit de l'ordre, disons, de l'organique. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est justement, dans l'histoire même après, on le voit se développer par exemple dans les communautés paysannes, c'est-à-dire des codes, et ensuite on le voit aussi transmis par la modernité dans les villes, c'est-à-dire avec l'idée par exemple qu'avait Orwell de la décence ordinaire, c'est-à-dire ces valeurs que les classes populaires ont, qui sont celles justement de la recherche d'une harmonie, d'échange, une solidarité entre personnes, qui sont issues du même noyau. Et cette idée-là, nous la retrouvons aussi dans les communautés paysannes en Allemagne, par exemple pendant la guerre des paysans, ça a été étudié, on le retrouve aussi en France, ça avait été aussi mis en... Par exemple, je pense à Ariès qui en avait parlé dans ses livres, c'est-à-dire cette idée de communauté organique qui se crée et qui produit ses valeurs et qui produit, disons, d'elle-même une certaine forme d'autonomie. Disons, qui par rapport à l'arbitraire, se met en place comme un garant des libertés individuelles et les libertés collectives aussi, elles vont de pair, pour défendre ce substrat. D'accord, je viens toujours sur la thématique que nous abordons. Donc tu évoques des auteurs quand même un peu plus récents, mais si on se projette sur la longue durée, de la longue durée pluriséculaire de notre civilisation, comment tu intégrerais par exemple certains travaux qui justement délimitent un petit peu notre vision du monde et les éléments de notre identité ethnoculturelle? Je pense par exemple aux ouvrages de Dominique Vénère, Histoire et traditions des Européens, ou alors à l'œuvre de Georges Dumézil et du fait indo-européen dont nous avons parlé à cette antenne lors de notre dernière émission. On n'a pas l'impression que, au détour des recensions d'ouvrages, dans Rébellion et autres, de temps en temps, certains ouvrages évoquent ces dimensions. On n'a pas l'impression qu'un gros travail a été fait. Ou alors, au moins, est-ce que vous réappropriez le travail qu'a pu faire, par exemple, la Nouvelle Ordre, entre autres, sur ces thématiques-là? Disons que ce travail-là avait été déjà fait, donc on ne voulait pas non plus répéter... de façon, disons, D'accord, mais sans le répéter, est-ce que vous l'intégrez dans votre vision générale? Par exemple, de façon, il y a par rapport à la structure qu'on pouvait trouver, par exemple, il y a eu travaux sur le ring, c'est-à-dire les communautés, par exemple, on voit par exemple en Islande, cette forme de démocratie directe qui arrivait, le signe avec le Parlement, qui arrivait jusqu'à nous. On le voit aussi dans les tribus déjà germaniques, mais aussi dans le monde, disons, gréco-latin, avec une réflexion philosophique sur le sens de la cité, le sens... Sur la véritable liberté, sur le destin, de responsabilité. Qu'est-ce que la véritable liberté? Est-ce que la véritable liberté, c'est de posséder, ou est-ce que c'est d'aller vers d'être et d'aller vers un dépassement de soi, une recherche de soi? Ça, c'est fondamental. C'est vrai que le journal n'a que 8 ans d'existence, mais je suis sûr d'ailleurs, c'est un sujet qu'on voulait aborder et qu'on arrivera à aborder.
Et ça sera sûrement l'objet d'ailleurs, il y avait un projet justement du numéro sur les origines du socialisme qui remonterait jusqu'à l'Antiquité et qui ferait disons une synthèse un peu de toutes ces traditions que nous pouvons avoir justement dans la conscience européenne, qui n'ont été que la continuité, qui ont été transmises ensuite dans le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier ne vient pas de rien, il est enraciné aussi dans le peuple européen. On le voit dans l'espace, par exemple, anglais ou l'espace germanique ou même français. J'aurais tendance à penser que, au-delà du terme de socialisme en lui-même, qu'on ne peut pas forcer, dont on peut essayer de trouver certaines racines, mais au risque de tomber parfois dans l'anachronisme, c'est plutôt la dimension communautaire. Qui, pour moi, enfin, à mon sens, mais à l'état actuel de ma réflexion, préexiste à la notion de socialisme. En tout cas, le socialisme ne peut être que communautaire, avoir une dimension à la fois communautaire et organique. Tout à fait. Qui reste souché sur le vivant, sur le réel, sur l'humus de la communauté, qu'elle soit à la fois. On a d'ailleurs parlé du caractère organique tout à l'heure. De toute façon, oui. C'est une opposition au systémique. Voilà, de toute façon, disons que là aussi, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ça veut dire que vraiment, disons, le problème s'est posé et la naissance du socialisme, et justement, ce que l'on disait, c'est une réponse à la naissance du capitalisme. C'est-à-dire que dans les sociétés dites encore traditionnelles, la question communautaire ne se posait pas de la même façon. On pouvait se dire que, par exemple... Elle ne se posait pas parce qu'elle se vivait. Voilà, il n'y avait pas une problématique. Elle avait des réponses. Et aussi, là aussi, il ne faut pas faire non plus d'eurocentrisme. C'est-à-dire qu'on le voit que dans d'autres civilisations, le problème s'est posé aussi d'un moment de choisir entre une voie, disons, mercantile et une voie plus traditionnelle. Et que ce n'est pas forcément... c'est l'échange, le don, le contre-don, puis la venue de l'échange marchand. On peut voir que d'autres philosophies peuvent exister aussi. Donc, c'est aussi cette idée-là que le capitalisme est né en Europe, par un contexte propre à l'Europe, et que c'est pas forcément le seul système qui est possible pour l'humanité. C'est ce qu'on tente de nous faire croire aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand le problème ne se posait pas, là on peut pas coller, par exemple... il faut pas non plus... c'est le risque de l'anachronisme, quoi. Il faut éviter... Non, mais en essayant de nous préserver du risque d'anachronisme, il faut quand même essayer de faire une généalogie. Pour monter. C'est l'historien qui parle là. Oui, mais de remonter aux sources, aux fondements d'une problématique. C'est évidemment important, mais dans une perspective révolutionnaire. Et je crois que c'est ça aussi le travail de Rébellion, c'est de s'adresser hic et nunc à un certain nombre de gens qui sont sur le terrain. C'est peut-être moins. Non, mais de toute façon, moins primordial. Ce qui reste évident, c'est que le travail que vous faites est plus que jamais nécessaire. Il incarne une sensibilité, il incarne une dimension de notre combat. Bon, d'autres, les aspects que j'évoque, là, plus identitaires, plus historiques, plus enracinés, ce travail a déjà été fait. Là, la question que je posais, c'est savoir il continue d'être fait, bien sûr. Je crois que toutes ces dimensions s'agencent dans un tout. Bon. Le mieux, c'est que ce se fasse le plus harmonieusement possible, mais je crois que dans ce qu'il convient d'appeler, on en a déjà parlé sur cette antenne, une vision du monde qui est la nôtre, le travail, la réflexion sur le socialisme, la dimension proprement socialiste, qui est à la fois datée, dont on peut aussi chercher les racines plus loin dans le temps, s'agence avec le travail sur l'héritage, sur l'enracinement, et tout cela se module. Parce qu'on a une vision, on pratique la coïncidence oppositorum. La richesse, c'est que tout le monde n'a pas le même agencement de ces modules. Et c'est ça qui est... Non, mais c'est très intéressant. On a nos parcours, on a nos sensibilités. C'est ce qui fait qu'un courant sera toujours plus intéressant qu'un bloc monolithique doctrinal. Il y a une profusion de pensée qui est vraiment... Après, là, je pense qu'on revient aussi sur la notion d'identité, qui est au cœur. Disons que nous, par rapport à l'identité, on n'a pas une vision figée de ce terme. C'est-à-dire, nous, on est pour une identité européenne, mais on la voit surtout comme une volonté quasiment futuriste de construire quelque chose. C'est pas quelque chose... Plus, si on prenait ce couple théorique qu'on avait déjà développé sur cette antenne, c'est plus désinstallation qu'enracinement. Alors qu'il y a une dialectique quand même entre les deux. Disons on peut imaginer, disons que notre identité se construit tous les jours d'apport et s'enrichit tous les jours aussi par rapport à un contexte historique, et que chaque comment dire, elle n'est pas figée. Non, on est d'accord qu'elle n'est pas figée. Maintenant, après, il y a... Ce qui est intéressant, c'est que l'un renforce l'autre. L'un renforce l'autre. Il y a une dialectique entre les deux dimensions, entre le changement, le mouvement, et puis ce qui reste. On part d'un héritage et on essaie de l'enrichir, d'en faire quelque chose. C'est un peu toute l'histoire de la civilisation. Et je pense que la dimension même prométhéenne qu'on pourrait développer dans la pensée européenne
va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une projection de soi-même vers quelque chose, un but à atteindre, et on se crée justement ces objectifs parce qu'on part quand même de quelque chose de concret. On part d'un héritage que l'on transmet. Je crois qu'on est sur le même longueur d'onde, on se situe dans une vision sphérique de l'histoire, on n'est pas dans l'immobilité du cycle ou au contraire la vision linéaire des visions progressives, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une construction, mais il y a on est sommé de faire des choix quelque part, on veut régénérer notre histoire, on veut l'actualiser en reprenant dans notre héritage, en faisant des choix en fin de compte. Et là, c'est peut-être un peu aussi l'historien qui parle, dans la relecture d'une histoire que l'on fait, on va mettre en avant certains points qui correspondent, selon nous, à ce qui nous définit. À la fois de manière plus fixe et puis dans les changements, les évolutions quotidiennes. Il y a un proverbe portugais qui dit qui vit dans le passé vit dans un musée. Et je pense que c'est très juste dans le sens que, à un moment donné, il ne faut pas s'enfermer dans une vision, disons, qui est en vérité aussi des reconstitutions. C'est un peu la différence entre la réalité d'un héritage et le folklore. L'esprit, la forme, là aussi. Et donc, je pense qu'il faut mieux, voilà, exactement. L'important, c'est de préserver, disons, l'esprit, de préserver le fondement, l'idée, que les formes qui sont purement contingentes. Donc pour nous, voilà, je crois qu'on est tous d'accord. Alors justement, Louis, on a parlé tout à l'heure de Marx, que tu disais ressortir justement. On l'a démuséifié tout à l'heure en disant qu'il y avait une pensée vivante, non éthérée, non universitaire, applicative. Dans ces travaux que vous avez effectués, vous avez pas mal creusé la question des rapports de classe, de lutte des classes, et je crois que c'est un des éléments qui ont pu troubler pas mal de lecteurs et en dérouter certains. Donc, à mon avis, il est très intéressant pour nos auditeurs d'y revenir et d'expliquer quelle articulation vous posez sur les rapports de classe et la lutte de classe. Si je peux me permettre de préciser la pensée, je pense qu'on est d'accord sur cette question. Est-ce que la lutte des classes, c'est le constat, et je crois qu'on est à peu près, on est d'accord tous les trois autour de ces micros, qu'aujourd'hui il y a une dimension évidente de lutte des classes dans le réel tel qu'il s'offre à nous. Ou est-ce que la lutte des classes aussi c'est quelque chose que vous mettez en avant dans la construction et la modulation de notre socialisme? Et là, il pourrait effectivement y avoir des réserves, des critiques, parce que c'est vrai qu'une partie de nous, de notre pensée et sensibilité, a toujours été de transcender les clivages de classe, en tout cas de mettre en avant, au contraire, une unité organique de ce qu'on a pu appeler à une époque la communauté populaire. Je crois que là, on y a répondu en partie avec l'organique. Mais bon, revenons sur cette question, parce que... Par rapport à ces deux acceptions qu'on pourrait faire, justement, de la mise en avant du concept de la lutte des classes, comment toi tu... Disons que, par exemple, par rapport à la lutte des classes, je vous renverrai au dernier numéro d'éléments où de Benoît dit la lutte des classes n'est pas forcément menée par les classes populaires contre la bourgeoisie, mais c'est plutôt l'oligarchie actuelle, c'est l'hyperclasse qui mène une lutte pour préserver sa domination et qui écrase forcément les travailleurs. Donc là, là c'est le constat d'une réalité en œuvre. On voit un constat qui existe. À partir de là, par exemple, même le terme de lutte des classes, il apparaît pas chez Marx, il apparaît même chez un penseur libéral qui est Guizot. Oui. Et bizarrement, Marx le reprend parce que c'était un terme dans l'esprit de l'époque. Et en gros, il explique que cette lutte, en vérité, c'est juste l'affrontement naturel entre deux blocs qui ont des intérêts différents. Et il faut savoir dans quel bloc on est. Nous, dans notre dimension socialiste, on a choisi un camp, c'est celui-là de la majorité, je pense, des Français, c'est-à-dire et des Européens, c'est-à-dire des travailleurs qui essayent de s'émanciper d'une oligarchie qui est mondialisée et qui n'a plus rien à voir avec leur réalité à eux. Petite précision, Alain Soral, notamment dans son dernier essai dont nous reparlerons cette antenne, inclut dans ces termes de travailleurs à la fois les classes moyennes en voie de prolétarisation rapide ou de déclassement rapide, si je puis dire, et puis ce qui reste de la classe ouvrière, des employés, etc. Alors, si vous faites la même association du véritable peuple travailleur, est-ce qu'il se module comme ça, selon vous? Je fais une précision, je pense qu'on a pensé à la même chose. On a toujours tendance à dire ce qu'il reste de la classe ouvrière et des employés. Or, leur nombre est assez stable ces 30 dernières années. Et il n'y a pas eu de déperdition. Il y a surtout une disparition de la classe ouvrière en tant qu'élément de lutte,
en tant que force de combat social et Consciente, politique. de conscience. De- en tant que voilà. tel, C'est clair. Mais le nombre d'ouvriers et d'employés n'a pas vraiment diminué. Ah non, comme le dit très bien Benoît, notre prévoit, c'est 50, autour de 50% de population active, hein, ouvriers Et encore, et employés. on quoi. compte pas tous les précaires Voilà, qu'on pourrait plutôt appeler travailleurs pauvres, et on ne compte pas non plus les chômeurs, on compte pas une large frange de la jeunesse qui n'a aucun espoir, c'est-à-dire que c'est souvent des gens, j'ai plein d'amis par exemple qui ont fait des études et tout, qui se retrouvent à un moment donné vivre du RSA parce qu'on ne leur propose aucun emploi qui corresponde à leur formation. Il y a toute une frange de la population. Ça nous fait penser aussi au reste de l'Europe, hein. On a nos camarades italiens, la situation est encore pire là-bas, hein, on le voit, des mille euros. les générations là, Et vous l'avez aussi en Grèce. En Grèce, Grèce, on l'a vu 200 récemment en Grèce, euros. tout à fait. Louis. On l'a en Espagne, on l'a au Portugal. C'est-à-dire il y a toute une frange de la jeunesse européenne qui est aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait faire un lien par exemple avec ce qui se passe en Tunisie, c'est-à-dire souvent des gens qui ont fait des études supérieures et qui au final n'arrivent pas à s'intégrer à une société dont on leur vante tous les jours les mérites et qu'on leur dit il faut que vous y participez pour en retirer les fruits. Mais on leur donne aucune possibilité de s'intégrer à cette société. Donc forcément, ça aussi, ce sera un élément peut-être déclencheur dans l'intégration qu'on mène avant, c'est l'intégration par le travail. Exactement. Voilà. Et la consommation. Et la consommation, qui peut doit entraîner et rendre possible la consommation. Il y a un chiffre publié par le BIT au mois de septembre ou octobre de l'année dernière qui dit qu'en fait, plus de 70% de la population française vit avec moins ou un salaire égal à 1 310 € par mois. Donc, c'est assez intéressant quand on parle de l'oligarchie, parce que finalement, on est vraiment sur un tout petit noyau de personnes. Oui, bon, on voit des et c'est ça de qui richesse. Quand tu parlais de l'immense majorité des gens, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. La voilà. Elle est transcrite sur le plan salarial. Voilà où on en est. Là, c'est clair que depuis la fin de la guerre froide, on est dans un processus de liquidation de la classe moyenne qui avait été, durant la guerre froide, un moyen de préserver justement les pays dits occidentaux de tentation de régimes communistes ou de mouvements sociaux d'ampleur. Disons que c'est le grand deal de l'époque des 30 Glorieuses, c'est-à-dire et aussi, là je voudrais rappeler aussi quelque chose, c'est que les avantages sociaux qui ont été acquis par les travailleurs en Europe, ça n'a pas été non plus un cadeau qui a été offert par le patronat, c'est surtout le gain de lutte très violente des fois, même on peut dire toujours violente, pour avoir des conditions de vie décentes. Un rapport de force. Un rapport de force qui était possible d'ailleurs à l'époque de la guerre froide aussi, parce qu'en France vous aviez un gros parti communiste, des organisations ouvrières très structurées et qui pouvaient peser dans la balance contre les forces, disons, du capital. On était dans un schéma dialectique type, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, là aussi, Marx nous a appris l'importance de la dialectique. On se souvient avec émotion d'un Henri Krasuki et de ces négociations marathon qui duraient des nuits entières dans les ministères de l'industrie. On se prendrait presque à regretter notre ouvrier préféré d'usine Messerschmitt, Georges, taisez-vous, El Kabash. Je m'en souviens encore, je l'ai vu. Un avionneur bavarois en retraite. Bon, on parle pas des foyers sur Nacotra, donc voilà. Puisqu'on est dans pas de nostalgie. Non, pas du tout. Puisqu'on est dans les choses joyeuses, on va poursuivre avec une petite pause musicale de l'album VAT de Laïbar, hein, que What? We Are Time. Ça fera plaisir à Georges Marchais. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit VAT. Hein, VAT, c'est comme les punks au lieu des punks. Hein, c'était des trucs assez savoureux. Et voilà, tu as choisi Louis Tanz mit Laïbar et on va tous danser pendant quelques minutes avec Laïbar. À tout de suite. Wir alle sind besessen, wir alle sind verflucht, wir alle sind gekreuzigt und alle sind kaputt von Reiztechnologie, von Zeitekonomie, von Qualität des Lebens und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüssel, kommt dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanzt mit
tanzen und wir schwingen. Wir hüpfen und wir singen. Wir fallen und erheben. Wir geben oder nehmen. Amerikaner Freunde und deutscher Kamerad. Wir tanzen gut zusammen. Wir tanzen nach Bagdad. 1, 2, 3, 4. Widerstellen, komm, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht schwer. Alors, de retour après cette pause musicale saccadée et martiale, on va reprendre nos débats en mettant l'éclairage sur un travail que vous avez effectué que je trouve prépondérant, hein, qui est celui un petit peu de défricheur de penseurs et d'écrivains qu'on aurait peu l'habitude de fréquenter du fait d'un éloignement géographique, politique et de situation. Alors vous avez amené dans vos colonnes un certain nombre d'écrits, vous avez repris un certain nombre de textes de penseurs très divers et très variés. J'aimerais que tu nous dises un mot de tout ça. Est-ce que ça vous est venu en vous disant tiens, il faut qu'on aille défricher ailleurs, ou est-ce que ça faisait également partie de ce travail de rupture tous ces apports initiaux? Et surtout que Louis évoque les grandes figures qui ont marqué justement les jalons de votre pensée. Thibaut Isabelle, enfin voilà. Bon, Alain Soral, Père Villers. Voilà, exactement, c'est-à-dire que le journal a toujours été conçu comme un espace d'échange, avec une grande partie de débat. Et on a eu la chance justement que des auteurs, des philosophes, qui n'étaient pas forcément d'accord avec la totalité de nos positions, acceptent de répondre à nos questions, déjà dans les entretiens. On peut citer Alain de Benoît, qui a eu un rôle très important dans notre réflexion politique. On lui doit beaucoup. Mais si je peux me permettre, je crois que vous avez aussi un rôle important sur l'évolution de ces thématiques, de ces recherches, parce qu'on peut constater, on peut constater que dans les numéros d'éléments de ces dernières années, on voit des auteurs de socialistes français, des thématiques, une relecture de la pensée de Marx, des échanges avec des marxistes italiens comme Costanzo Preve, etc. Je pense que vous n'êtes pas totalement étranger à cette ouverture d'Alain de Benoît vers ces thématiques. Je dirais que c'était peut-être plus, disons, un air du temps. Oui, un air du temps, voilà. Effectivement aussi. Mais je crois que concomitamment, en tout cas, vous, chacun de votre côté, vous creusez ces pistes qui sont pertinentes en tout cas. Si c'est le cas, c'était un enrichissement mutuel parce que la lecture d'Alain de Benoît nous a été fondamentale. La question n'est pas de savoir qui a la primauté, etc., etc. Disons que justement, en dehors d'Alain de Benoît aussi, on a eu la chance, disons, d'accueillir dans nos colonnes aussi bien Édouard Limonov du Parti national bolchevique. Au tout début, ça. Ouais. Au tout début, on a vu un entretien très rock'n'roll avec lui. On a surtout la grande personnalité de Jean Parvulesco. Qui a été que nous avons évoqué sur ces colonnes, il disparaît récemment. Un grand monsieur qui manque beaucoup, déjà. On a aussi Alain Soral, on a Louis Dalmas de BI Info. De Balkan Info, oui. Balkan Info, voilà, pour les auditeurs qui maintenant, c'est Bulletin International d'Information. Oui. Nous avons aussi Pierre Hillard dans les souverainistes, parce que nous avons aussi eu quelques souverainistes comme les gens comme interlocuteurs, comme l'équipe du comité Valmy, comme Elisabeth Lévy aussi, nous avons eu. On a eu aussi des personnalités qui commencent justement à être connues, disons, du milieu militant, comme Michel Drac, qui nous a donné 2 entretiens. Venu sur cette antenne. Lui aussi, un auteur à suivre. Dans les collaborateurs du journal, on arrive à voir de façon régulière des gens comme Thibaut Isabelle,
qui lui aussi est un penseur à suivre parce que... La philosophe de Lille. Un philosophe très très pointu. Pierre Le Vigan, me semble-t-il également. Pierre Le Vigan, oui. lui aussi. Nous avons aussi l'ami Arnaud Borde, qui est en dehors du fait qu'il est notre éditeur, voilà, notre bienveillant éditeur, que nous d'ailleurs nous saluons au passage s'il écoute cette émission, et aussi des personnalités ou des organisations. Par exemple, je pense au camp anti-impérialiste italien, qui propose justement de faire une alliance de toutes les forces anti-impérialistes en Italie pour mener par exemple des actions contre les guerres en Irak ou en Afghanistan, et aussi le philosophe italien marxiste Constanzo Preve, qui a lui aussi un rôle important dans notre réflexion actuellement. Alors justement, pour l'Italie, vous n'avez pas tenté de lier des contacts avec la légendaire, désormais cultissime Casa Pound et toute sa galaxie? Pour l'instant, non. Non. Peut-être à l'avenir, on verra, je ne sais pas. Bon, on peut aider ici. Oui, c'est pas un problème. On a 2-3 relations. Il y a des courants de transmission qui Méridien traînent par là. Donc, Disons que dans notre démarche, nous, on va être ouvert le plus largement possible à... Parce qu'il y a des débats, c'est que la Casa Pound des débats. fait intervenir aussi des protagonistes des années de plomb, des anciens activistes, des mouvements armés, des mouvements communistes armés, etc. Donc il y a des synergies, mais il y a une vieille tradition en Italie de débats transversaux qui dépassent les clivages droite-gauche. On s'en rend compte, oui, il y a plus une grande ouverture. Je pense qu'aussi le fait d'avoir payé le prix du sang lors des années de plomb, voilà, ça a permis aux gens de se rendre compte que ceux qui avaient lutté vraiment contre le système, quel que soit leur horizon politique, étaient peut-être plus proches les uns des autres que ceux qui les avaient manipulés souvent et qui les avaient aussi utilisés les uns contre les autres. Donc, exactement, oui. Et là, je pense que l'Italie, depuis les années 90, donne cet exemple-là. Il y a eu déjà des rapprochements entre des groupes, des débats communs, et même si les gens ne s'entendent pas forcément sur les fondamentaux, au moins il y a un dialogue. Et c'est ça qui nous manque en France et dans l'espace francophone, c'est-à-dire... C'est terrible. Voilà, la possibilité... En tout cas, force est de constater, et je pense que le lieutenant sera d'accord avec moi, que vous contribuez justement à dépasser ces clivages, ne serait-ce que par la liste des intervenants que vous venez de mettre en avant. C'est d'être, je pense, c'est un de nos rôles d'être cette espèce de point de rencontre, de point de débat libre, le plus indépendant, avec des personnalités qui ne sont pas forcément du même horizon, mais que chacune à leur façon apporte des éléments de réflexion, apporte des éléments positifs pour une pensée vraiment dissidente et rebelle. Voilà, on le voyait par exemple dans les 2 numéros de Rébellion que vous avez constaté justement, que vous avez consacré, je suis fatigué, à la thématique nation, Europe, région. Il y avait des intervenants venus de tous les bords, les sensibilités. À lire absolument, notamment notre ami Georges Tracol, entre autres, mais de nombreuses personnalités. Et puis vous donniez à la suite de ça vos positions, l'état actuel de votre réflexion sur la question. En effet, parce qu'il a permis de permettre à des gens qui étaient soit d'ailleurs républicains souverainistes, ultra-jacobins, de rencontrer des régionalistes de diverses sensibilités. Alors, des fédéralistes, même des gens qui étaient pour des positions fédéralistes, et de permettre de voir qu'en vérité... ces personnes-là se retrouvaient dans une lutte, en vérité, contre la mondialisation, contre le système à détruire les peuples. Ah oui, là, je crois qu'il n'y a pas de problème. On fait un constat similaire. C'est au niveau, après, du projet, des propositions, de la vision qui a divergence. Mais ça, c'est une autre étape. Après, le Rébellion avait proposé, disons, une synthèse de ses idées sur le sujet dans le même numéro. Ça me permettait justement de poser d'ouvrir un débat. Oui, déjà. Après, alors justement, ce débat, vous l'ouvrez et vous le continuez par un certain nombre de cercles qui, je crois, ont été créés et qui jalonnent le territoire français. Alors, d'ailleurs, oui, je voudrais profiter de l'émission pour remercier profitez, cher ami. Tous nos camarades de Bordeaux, je pense vraiment à eux parce qu'ils font un bon travail. Je pense aussi aux camarades de Toulouse. Salut les gars. Et aussi tous nos camarades de Montpellier, de Nice aussi. Montpellier. Grande ville. Au climat si doux, de Rennes, et aussi à tous ceux qui nous lisent à travers la France et le monde francophone et bientôt le monde. Voilà, exactement. Alors ces cercles. Alors ces cercles, c'est une expérience qui a été mise en place justement quand on a vu que le journal commençait à avoir une certaine audience, pour essayer dans cet esprit de participation
active des lecteurs à la vie du journal, d'être un peu des espaces où nos lecteurs pourraient venir échanger, apporter leur contribution au journal, c'est-à-dire écrire des articles, participer à la réflexion collective, et aussi, de façon concrète, de militer pour faire connaître le journal, c'est-à-dire de diffuser le journal de manière militante, par exemple sur des marchés, sur des manifestations, dans des librairies de petites villes ou même de grandes villes qui n'auraient pas connu le journal autrement. Et c'est aussi une démarche, de mettre les gens devant leur responsabilité par rapport à la communauté militante, en leur disant que c'est de leur action que naîtra vraiment quelque chose sur le terrain. Alors justement, j'enchaîne là-dessus. Ces cercles ont donc aussi pour objectif de vertébrer, ou en tout cas de participer à l'élaboration d'une organisation politique ? Disons que l'idée d'organisation politique n'est pas prise dans le sens d'un parti politicien, mais plus dans l'idée de diffusion d'idées, déjà. Mouvement militant. Voilà, mouvement militant. Après, c'est des structures qui sont souples et qui servent surtout à avoir un lien entre la théorie et l'action. C'est ça qui nous paraît fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on lit Rébellion, on comprend qu'il est nécessaire d'agir pour changer les choses. Ouais. Donc l'idée, c'est de poser les jalons petit à petit de structures, de réseaux qui soient socialistes révolutionnaires, mais aussi qui peuvent collaborer avec d'autres organisations, avec des associations culturelles, des groupes politiques, mais qui soient dans un but clairement, disons, révolutionnaire européen. D'accord. Très bien. J'avais également une question dont on s'est un petit peu éloigné tout à l'heure de la thématique de défricher, etc. Je ne sais pas si je vais y arriver, PGL. Donc, on parlait hors champ d'un auteur slovène, hein, Žižek, c'est Slavoj Žižek. Slavoj Žižek. Alors, on comprend très bien comment Thibaut Isabelle ou Alain de Benoît arrivent dans vos colonnes, mais où est-ce que vous allez pêcher, chercher quelles sont un peu les démarches qui vous conduisent à amener d'ailleurs un certain nombre d'auteurs peu ou pas connus dans vos colonnes? Disons que... Enfin, du public francophone français, hein, je parle. Parce que c'est pas un inconnu du tout. Encore, je préciserai que Slavoj Žižek est quand même traduit depuis plusieurs années dans notre pays et relativement abordable, en poche comme... à côté de Montpellier. D'accord. Encore, ça suffit. Il est mort, fraîche. Hein. En effet, Žižek. C'est quelle édition déjà? C'était l'édition Climat. Climat, mais oui, tout à fait. Et Lâche, qui ont édité Christopher Lâche. On peut dire que les éditions Climat ont beaucoup joué dans notre évolution, c'est-à-dire qu'elles ont proposé enfin au public français, parce que c'est des auteurs souvent qui étaient très connus ailleurs, surtout dans le monde. Pour Žižek, par exemple, il est considéré comme une référence culturelle aux États-Unis, dans la pensée comme un peu un Chomsky, disons un peu alternative, un peu dissidente. Et donc, on voit... justement, et aussi c'est la maison d'édition, je le cite aussi, de Jean-Claude Michéa. Voilà. Castelnau-le-Lez, en fait. C'est même pas Montpellier, c'est Castelnau-le-Lez, que je connais bien. Ça, les puristes, si tu rentres tout de suite... on est du Grand Sud. Nous sommes dans la Grande Occitanie, tous les deux. Hein. Tout à fait. Et en plus, c'est une très belle ville, Montpellier. Moi, je le dis... Je dis ça, je dis rien. Quelques années d'études, mais bon, je ne vais pas dévoiler ma petite vie. Bon, on fera une spéciale en direct de Montpellier, si vous le souhaitez, les gars. En attendant... on fera du défrichage et Louise, termine tes propos. Voilà. Donc, ce philosophe, Žižek, est, disons, une référence culturelle pour nous, parce que il a une relecture intéressante du marxisme, qui pose aussi, avec d'autres influences, comme il est très marqué par Lacan, par toute disons... Il peut faire le lien, par exemple, entre le cinéma américain de genre et la philosophie classique grecque. Disons que c'est un auteur très rock'n'roll, d'ailleurs, très punk, qui a une démarche, on peut dire... Oui, d'ailleurs, il avait participé à El Bonus sur le dernier film de Cuarón. Oui, et à ce qu'on m'avait dit, il avait aussi influencé Laibar. Mais il faudrait que... Ils sont slovènes. Je crois qu'il y a un lien entre les deux orgas. Ça ne m'étonnerait pas, le Neue Slowenische Kunst. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Et en gros, c'est un auteur qui nous a paru très intéressant de mettre un peu en avant, parce qu'il a des thématiques, par exemple, par rapport au désert du réel, c'est-à-dire, au moment donné, c'est en gros la réflexion sur la société du spectacle, poussée à son... Matrix, la Matrix. Par Matrix. Exactement. D'ailleurs aussi... Il a réfléchi sur Matrix, là. Exactement. Et même, il avait influencé les frères...
je me rappelle Wachowski, plus. Voilà, qui avait réalisé Matrice, parce que sa réflexion justement, c'était en gros que le réel s'effaçait de plus en plus par rapport à la représentation. Et il a toute une réflexion par rapport à ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut avoir une réflexion assez intéressante d'ailleurs sur la notion de totalitarisme, qui est en vérité un démasquage du fait que le totalitarisme aujourd'hui sert simplement d'épouvantail pour légitimer le système libéral. Oui, encore que là, il y aura un débat autour de ça. Voilà. Il y aura un débat à avoir. Oui. Mais c'est aussi un élément intéressant. Très bien. Et encore une autre question. La revue a évolué en termes de positionnement, mais surtout en termes de qualité. Hein. Vous êtes... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un apport d'abonnement Un financement occulte, comme dirait notre ami Emmanuel, non? Pas du tout. Ah ben oui, non, mais bon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que la chromatique est un peu sombre. Hein, vous aimez bien. Bon, il y a une variation sur le noir, blanc, rouge, on est passé à la couleur. On a étoffé le nombre de pages. Enfin, il y a pas mal de choses. Il faut surtout saluer le travail de notre graphiste niçois, que je ne nommerai pas, mais que je salue au passage, qui a fait un superbe travail, disons, pour améliorer le journal depuis plusieurs années, qu'il a fait passer d'un petit fanzine, disons, qui était fait de façon artisanale, à vraiment quelque chose de qualité. En plus, c'est vrai que sur le niveau graphique et esthétique, on sent une influence certaine des constructivismes russes, des avant-gardes artistiques des années 20-30. Grande influence, en effet. Voilà. En même temps, avec une volonté d'avoir une identité graphique forte, qui soit celle... Ah, ça, c'est réussi. Voilà. Ça... Je pense que quand on voit le journal, on peut le voir de loin et on sait tout de suite ce qu'il va avoir à l'intérieur. En tout cas, là, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour présenter le dernier numéro en cours, qui est le numéro de janvier-février 2011. Tout nouveau, tout chaud. Voilà, le numéro 46, donc qui surfe un petit peu sur l'actualité, avec les événements donc en Afrique du Nord. Il y a un article de Thierry Messin qui remet en perspective les récents événements en Égypte. L'impérialisme occidental déstabilisé. Et ça, c'est notre édito fait par Jean Gallier, que nous saluons en passage. Je n'aurais pas dû le citer, mais c'était un très bon article. Donc l'article de Thierry Messin, c'est l'Égypte au bord du sang. Voilà, donc Thierry Messin qui est dans le réseau Voltaire, qui est en exil, je crois. En exil, oui. Un nouvel entretien à Michel Drac sur la question raciale. Oui, c'est le titre d'un essai qu'il a réédité aux éditions Le Retour aux Sources. D'ailleurs, Maison d'édition à soutenir, qui a un travail éditorial. Son gérant était notre invité il y a quelques émissions. Ouais. Un article sur Michel Kluska, donc, qui est une des références d'Alain Soral, qui réactualise en quelque sorte son œuvre, et donc un sociologue communiste qui a beaucoup travaillé sur le capitalisme de séduction qu'on a évoqué tout à l'heure. On voit Thibaut Isabelle qui, dans ses articles très denses et très pertinent, donc est devenu un collaborateur régulier d'autres revues d'ailleurs. Il a la bienveillance de participer à notre revue. Un article intitulé « Les deux États idéaux ». Et puis on voit en culture, on parle d'un dandy au tarot, un certain Paul Adam, je connais pas. C'est par notre ami Arnaud Mort. Ah, Arnaud a toujours le talent pour nous dénicher des figures singulières et un peu oubliées, qui méritent d'être remises sous le projecteur. Voilà, donc un très beau numéro que nous pouvons que conseiller à nos auditeurs. C'est toujours très dense, donc on prend son temps, il y a de la matière. En tout cas, c'est remarquable que vous puissiez soutenir un tel rythme de parution de manière pratiquement ininterrompue depuis 2003, où la qualité donc se mêle à la régularité, c'est magnifique. Je recite également donc l'ouvrage manifeste édité par Arnaud Borde aux éditions Alexis Farmac dans sa collection Les Réflexives, donc signé pour la forme par toi-même et Jean Gallier, Rébellion, l'alternative socialiste révolutionnaire européenne, avec une préface d'Alain Benoît, donc qui est un recueil d'articles, d'éditos, de recensions des premières années de la revue, en tout cas des 5 premières années, je crois, à peu près de la revue. À peu près, oui. À peu près, voilà. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire tout ça, et les auditeurs viennent de le comprendre, que, mon cher PGL, les prochaines chroniques culturelles seront denses. Comme d'habitude. Comme d'habitude. N'oubliez pas de les lire. Non, il y aura les références qu'il faut. En tout cas, voilà. De certains ouvrages. On n'en doute absolument pas. Nous atteignons la dernière ligne droite, petit bout de ligne droite de cette émission. Donc, mon cher Louis, j'aimerais évoquer avec toi un certain nombre
un certain nombre de réflexions sur ce qui nous entoure en ce moment, cette société, et peut-être ton regard sur une évolution possible en termes militants, en termes de positionnement et de combat. Qu'est-ce qu'il... Oui, on sent des frémissements en ce moment, Voilà. sur le plan politique, sur le plan social. Je voulais venir à ça, justement. À la fois nationaux et internationaux, donc... Voilà. On parlait de la Tunisie, on parlait du Moyen-Orient. C'est vrai qu'il y a des choses très surprenantes Voilà, dans le cadre des stricto. sondages qui s'affolent ces derniers Voilà. temps. Là. Je voulais que tu portes un regard en termes de conclusion. En termes de conclusion, je dirais que l'histoire est ouverte maintenant. C'est que nous pouvons dire, comme Machiavel, qu'il y a deux choses qui dépendent, qui font l'histoire, c'est-à-dire la fameuse Virtus Virtus, oui, tout à fait. et la Fortuna. Et en gros, on peut dire qu'aujourd'hui, les choses sont débloquées et peut-être on va avoir des surprises. Au moins des choses qui pourront, pour une fois, être positives pour notre combat. Ce que les Grecs appelaient le Kairos. Alors, Virtus et Fortuna, quand même, il faut l'expliquer, là, dans ce que vient de dire Louis. Tout le monde n'est pas un latiniste distingué. Je ne vais pas jouer le bibliomane de service et guider nos auditeurs vers le numéro 33 Nouvelle École, l'article de Jules Sévola, Virtus et Felicitas. Mais bon, la Virtus, on parlait tout à l'heure d'enracinement. Voilà. Qu'est-ce qui constitue l'âme européenne, l'homme européen? La Virtus, bon, c'est bien au-delà, bien sûr, de la signification actuelle du mot vertu. C'est justement tout ce qui va porter l'homme européen dans ce qu'il a de mieux, avec, bien sûr, avant tout, la concession de l'honneur, c'est-à-dire la fidélité à l'image qu'on se fait de nous, mais étant relié à une dimension supplémentaire qui est celle de la communauté, celle du holo, la dimension holiste, donc voilà, qui nous enracine, mais qui, en nous enracinant, nous permet de nous projeter, de nous désinstaller vers un avenir et des changements, des métamorphoses, une vision dynamique. Toujours cet agencement entre dynamisme et enracinement, c'est le secret de notre être, quelque part, mais d'un être qui devient. Et Fortuna. Essen und Wesen. Bon, on va pas faire de la cuistrerie. Surtout qu'il nous reste que très peu de temps. Alors, Fortuna. La déguerrienne de base. Il nous reste très peu de temps, Fortuna. Fortuna, la fortune sur Ignatio, Fortuna, la déesse du destin. Mais le destin positif, la chance, qui est devenue fortune, va toucher ceux qui portent en eux quelque chose qui feront qui pourront justement être touchés par cette... Je crois qu'il y a un sens de la destinée, mais la destinée, elle sourit aux audacieux, elle sourit surtout à ceux qui sont prédisposés à être touchés par cette destinée. C'est le mot de la fin, c'est en gros, soyez maître de votre destin, agissez pour que les choses changent, et aussi pour vous-même. Je pense que pour devenir vous-même, il faut que vous agissiez, et que par l'action, on peut détruire ce système et construire quelque chose de beaucoup mieux. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toi Louis pour ta venue sur l'onde magique de Méridien Zéro. Merci Monsieur Pergel. Et tu es le bienvenu, bon, vous, parce qu'on aimerait voir tes camarades si c'est possible. Alors on pourra toi et tes camarades, bien sûr, avec le collectif, donc agissant, que vous formez. On espère revenir... Peut-être qu'on va se transborder un jour. Une spéciale à Toulouse. On pourrait faire. Accrochage local. Au bord de la Garonne. On en rêve. On en rêve et ce serait avec grand plaisir. Alors, bien évidemment, vous retrouvez sur notre blog Méridien Zéro sur oeffort.com l'ensemble des thématiques abordées avec les auteurs, les références. Vous retrouverez également toutes les coordonnées de la revue. Qui vous conduiront là aussi sur une possibilité de vous lier avec les cercles régionaux, de participer à ces débats pour entrevoir un peu plus largement ce que nous venons d'évoquer pendant cette heure et demie d'émission. Je vous rappelle simplement, avant de vous quitter, l'après-midi de dédicace Force et Honneur le 19 mars à la librairie France Livre à Paris, donc organisé par les éditions Les Amis du Livre Européen autour du maître ouvrage Force et Honneur. Monsieur PGL dédicacera. Oui, on peut dire qu'ils auront
la possibilité de croiser quelques joyeux animateurs. Ah, il y en aura. Voilà. J'ai su que Gérard Vaudan serait là aussi. Gérard Vaudan sera là aussi. Ouais, là, ouais, donc, et peut-être Monsieur Roubegas, ainsi que Crampon, évidemment. en tout cas, votre serviteur aussi sera là. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. De nombreux auteurs, Monsieur Sagère qui dédicacera. Voilà, des choses assez amusantes et intéressantes pour une après-midi de folie. Dans de 15 à 18h, je crois. Voilà, 15h, 18h, tout est donné sur le site des Amis du Livre Européen rue Monge. et sur notre blog, bien entendu. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette 40e émission, numéro 40. Bientôt de Grande Fiesta. Ah ouais, bientôt les 1 an, de cette 40e émission de Méridien Zéro, assisté à la technique de Lord Tesla et Monsieur PGL pour les chroniques et pour les débats. Merci à tous, bonne soirée et surtout à l'abordage et pas de quartier. Au revoir.